Why so serious? Ça va être bien. Sacré Hubert, you are so French. Toi aussi. À quelle conviction faites-vous allusion, mademoiselle Tatou? Tout le monde peut cuisiner. Et juste là, un petit géranium. D'accord, faisons comme ça. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouveau podcast, le premier podcast de 2025. Pour commencer l'année, nous avons enfin pris le temps, nous avons enfin fini nos top 10 avec Maxime. Maxime, bienvenue. Merci. On est bien là. On est bien là. Premier comme ça, un peu face cam. Ouais. Dans ce voilà, chez moi, tranquillo, mais on va voir si ce décor vous plaît. Dites-le dans les commentaires. On a fait ce top 10, on l'a fini. On avait fait auparavant et avant les vacances une tier list des films qu'on avait vus en commun. 50 films qu'on avait regroupés dans des catégories pour parler de toutes les mentions et tous les bons films qui sont sortis en 2024 mais qui n'ont pas forcément intégré notre top 10. Ouais. Dans ce podcast, Maxime a fait son top 10, j'ai fait mon top 10 et voilà, on va remonter ce classement jusqu'au top 1 pour Maxime et moi du meilleur film de 2024. Donc voilà, un beau morceau avec tout d'abord des mentions honorables. L'idée c'est de parler pêle-mêle un peu de 2-3 films sans trop spoiler, tu vois. J'en ai que deux, moi, mentions honorables. Toi t'as 2 mentions honorables, deux moi je petits, pourrais en ouais. avoir tellement. Quelles sont tes mentions honorables du coup? Le premier film que je voulais parler qui sera pas dans le top 10, c'est The Apprentice. Ok. Sur le biopic sur Donald Trump, qui m'a beaucoup marqué. Je Ouais. repense vraiment souvent à ce film. Je sais que toi tu l'auras pas vu que t'as pas eu une bonne séance comme on l'a expliqué dans Oui. l'émission précédente. Vraiment tout un univers, une photo magnifique, un duo d'acteurs excellent, mais même les autres second rôles, hein, j'ai repensé pas mal à celle qui joue la femme de Donald Trump Ouais. aussi, qui est excellente, qui est forcément un peu en dessous du duo, mais qui est super bien. C'est porté par Jeremy Strong et Sebastian Stan qui Voilà. sont exceptionnels. Donc moi ça reste voilà, une 13e place, c'est un petit peu en dessous, mais vraiment super prouesse, et Ouais. je vais suivre vraiment ce que fait Ali Abbasi maintenant, parce que pour le moment j'ai l'impression qu'il a fait des épisodes de The Last of Us, il a fait La Nuit de Mashhad, Mhm. un thriller iranien, enfin voilà, j'arrive pas à voir encore où il va, mais ouais, je vais le suivre de plus en plus, et c'est un film qui était vraiment pas loin du top 10. Moi, pas loin du top 10, et le réalisateur en a pondu 2 cette année. Moi, j'ai les Quentin Dupieux, Dali et le deuxième acte qui sont tous les deux dans mon top 20, pardon, mais qui, au fur et à mesure de l'année, sont redescendus. Il y a eu une énorme réaction à chaud de mon côté sur le deuxième acte que Ouais. j'avais vu à la cérémonie d'ouverture du Festival de Cannes, à l'UGC de Bordeaux, où c'était diffusé en direct. Et je m'étais pris une claque de ouah, c'est tellement perché, mais c'est tellement intelligent comme film très méta et tout. Et vraiment, le coup de cœur immédiat qui me l'avait fait. Allez, je l'avais mis peut-être déjà au-dessus de Dali, je l'avais mis, je pense, 4e, 5e dans l'année. Je l'avais mis devant certains films que je vais aborder aujourd'hui. Et en fait, je l'ai revu du coup une deuxième fois. J'ai adoré ma deuxième projection, mais déjà avec plus de retenue, la salle rigolait moins. C'était 2 ambiances très différentes. Comment le film a été perçu lors de ma première séance et la deuxième par la salle. Et en fait, au fur et à mesure de l'année, ce film a un peu baissé. En fait, il a mal vieilli dans mon esprit. C'est un peu l'expression qu'on a utilisée un peu toute l'année. Ouais. Parce qu'il a bien vieilli dans ta tête au fur et à mesure de l'année, des nouvelles sorties. Parce que j'ai vu la bagatelle de 90 films, moi, à peu près, 92, je crois. Moi, j'avais noté. en 2024. Mais Dali, lui, on l'a vu, je l'ai vu une fois à l'avant-première avec Dupieux. Je l'ai revu une deuxième fois avec toi. Et pareil, c'est un film que j'ai adoré, mais voilà, il y a Il des manque films un qui sont petit passés truc, devant. ouais. Chez Dupieux, moi, c'est toujours ça. Il me manque quelque chose de plus gros. C'est vraiment des petites pastilles que j'aime toujours beaucoup. Ouais. Mais c'est pareil, Yannick, moi, pareil, il finit bord top 10. Et Dali, ouais, je pense que je dois l'avoir 20e par là. Ouais. Il manque toujours un petit quelque chose, mais c'est des super films. Ouais. C'est des super films. Donc voilà, on a nos 2 petites mentions honorables, 3 petites mentions Non, honorables. moi, Tu je veux l'avais en... dit, Vas-y. non, j'avais failli mettre aussi dans mon top 10 Godzilla Minus One, Ok. que j'ai pas fait parce qu'il a eu une première sortie en 2023. Mhm. Et il est ressorti plus longtemps en 2024. Je crois qu'il est sorti que 2 jours en décembre 2023, et puis il est resté 2 semaines en 2024. Et pareil, c'est un des premiers films que j'ai vu de l'année, donc il a un peu reculé, je crois que je dis 14-15e par là, mais j'avais vraiment pris une grosse claque. On n'est pas du tout dans le délire des Godzilla américains et King Kong et compagnie là. Qui lui, le Godzilla X Kong, lui, il est bien en bas. Ouais. Bien en bas. Avec des effets sur le début ça me faisait penser à du Spielberg, ou des personnages secondaires vraiment bien écrits, des scènes de destruction et traumatisantes que j'ai encore en tête. Alors je l'ai vu il y a
faire un an dans 2 semaines. Ouais. Donc voilà, vu une première sortie 2023, je l'ai pas mis, mais ça se trouve dans 2-3 ans, quand j'aurai digéré un peu tous les films, Ouais. je me dirais, mais en fait c'était ton 5-6e film de 2024, large quoi. Ouais. Et là pour le moment, voilà, il est que là. Il est bordure top 10. Très Ouais. bien. Les mentions honorables sont citées. On va passer maintenant au top 10. On va commencer du coup nos top 10. En 10e position, Maxime, tu as Nosferatu. Nosferatu, le dernier arrivé. Oui, oui. Il s'est faufilé là. Il a dit tu te casses pour Things. Je Ah me ouais. mets là. Et moi, j'ai leurs enfants après eux. Ok. Ah oui, ok. Ouais. J'ai pas du tout top 10 moi. Que t'as pas du tout top 10. Nosferatu, je l'ai pas vu. Je le rattrape demain au moment où on tourne. Donc voilà, ce sera le film banni, tu sais, des deux classements. Parle-nous du coup de pourquoi tu as adoré Nosferatu. Ouais, j'avais un peu peur au départ, parce qu'on est sur une nouvelle adaptation de Dracula. Donc j'ai lu le livre, j'ai vu plusieurs fois celui de Coppola, il y a eu celui de Robert Herzog, le Nosferatu, en 78 je crois. Donc je me suis dit, bon, ça a l'air beau, mais est-ce qu'on va pas avoir un truc un peu redondant? Je connais un peu cette histoire et tout. Et en fait déjà de 1, il modifie quelques petites touches dans le scénario, notamment la fin, qui sont totalement bienvenues. Et de 2, c'est visuellement un truc de fou. Mais vraiment un Ouais. truc de fou. La scène d'intro, c'est la plus belle de l'année. C'est un truc de malade avec des effets d'ombre où tu vas voir l'apparition du monstre, mais en fait tu ne le vois pas, tu le vois juste par des ombres et des rideaux qui font des effets d'ombre. Enfin, je sais même pas comment c'est possible. Ouais. C'est un style qui peut peut-être un petit peu fatiguer à la longue parce que c'est vraiment très très visuel. Je pense qu'on est sur un peu un style gothique. C'est noir et blanc ou pas le film? En partie, Ouais. pas partout. Et c'est vrai que j'ai vu une vidéo de lui où il parle de ses aspirations. C'est beaucoup de films hongrois des années 50-60, donc quelque chose qu'on n'a pas l'habitude. Et sur 2 heures et quelques, ça peut être un petit peu lourd. D'ailleurs, j'ai vu des gens quitter la salle. Ah ouais? Ouais, un couple devant moi, ils se sont barrés au bout de 3 D'accord. quarts d'heure. Donc c'est un style quand même particulier. Je regarderai pas ce genre de film tous les soirs. Mais là comme ça, c'est vrai que j'ai l'impression un peu de jamais vu quoi. Des plans de fou, un casting vraiment merveilleux avec Willem Dafoe qui, moi, plus le temps passe, plus j'aime ce gars, quoi. Il prend des risques dans sa carrière. Là, cette année, il a fait les 2 films de Yorgos Lanthimos et celui-là. Ouais. Bon, je t'en dis pas beaucoup plus pour que tu le rattrapes et peut-être pas t'overhyper, mais c'est vrai que moi, c'était une séance vraiment mémorable de ce Nosferatu de Robert Eggers, donc je deviens vraiment fan de ce mec. Donc, Ouais. un peu dans cette vague avec les Jordan Peele, Ari Aster, un peu là, de cette mouvance qu'on a C'est le d'horreur. réel de The Lighthouse? Ouais. C'est ça, hein, Lighthouse, Northman. Ouais. J'avais moins aimé Northman. Un petit peu moi aussi. Et The Witch, son premier, avec Anna Taylor-Joy. J'aime vraiment beaucoup ce gars. Et ouais, top 10, vraiment logique pour moi. Ok. Leurs enfants après eux, pour ma part. On va dire l'épopée, l'odyssée un peu française sur la jeunesse, tu vois, c'est le film qu'on n'a pas arrêté de comparer avec L'amour ouf. J'ai préféré Leurs enfants après eux pour beaucoup de choses. Une bande originale fantastique où on baigne vraiment plein dans les années 90. Un montage que j'aime beaucoup qui permet de donner du rythme aussi et de marquer les époques parce qu'on a un Paul Kircher qui joue le rôle principal de Anthony, je crois, d'après mes fiches, c'est ça. Qu'on voit débuter à 14 ans, puis ensuite dans le deuxième arc du film à 16, 18 et 20 ans. En fait, il y a que 3 ellipses temporelles qui marquent 4 périodes de sa vie. Une vie du coup qui est située un peu dans le trou du cul du monde. Voilà, on n'est pas dans une grande ville. C'est cette jeunesse des années 90. Ville industrielle aussi, Voilà, tout le rapport sur l'usine. Tout à fait. Et le fait de ville de travailleurs, on va Ouais. dire, d'ouvriers. Ouais, Ville d'ouvriers, ville où quand tu es jeune, tu as un vélo pour aller parcourir un peu le monde, entre guillemets, et ça s'arrête là. Et pourtant, tu baignes un peu dans déjà cette culture, cette américanisation de la pop culture, avec voilà, par les habits, par la musique. Mais en fait, ces gens-là restent bloqués dans cet endroit-là. J'ai vu ce film dans le cadre du FIFIB, du festival indépendant de Bordeaux, où on a eu la chance de voir les 2 réalisateurs, les frères Boukerma, qui ont présenté le film et qui en ont parlé. C'est la première fois qu'il a été diffusé d'ailleurs en France. Et il y a eu de très très bons retours de toute la salle qui a été assez unanime quant voilà, au fait que ça soit un très bon film. J'ai bien aimé l'angle qu'ils ont pris pour adapter ce roman
Oh, Nicolas Mayeux. Oui, j'espère que c'est ça. De Nicolas Mayeux. Et en fait, ils ont vraiment. Là où, en fait, dans le roman, on a le personnage de Hassine qui part, bah, tu sais, qui est contraint Mm. de retourner au bled. Et on a toute cette période. On a tout ce passage dans le roman où on le voit, en fait, évoluer au bled et tout. Là, pour adapter un roman, ils ont dû revoir comment ils interprétaient et comment mettaient ce film à l'image et à l'écran. Et ils ont décidé de prendre l'angle de la caméra ne sortira jamais du village. Et je trouve que c'est Ok. vraiment un très beau choix et un très bel angle de voir en fait que oui, il y a des gens qui viennent, qui rentrent. Il y a des époques où en fait, voilà, on voit Paul Kircher qui évolue à peu près à cet endroit, Hassine qui part et qui revient. La fille aussi, hop là, Stéphanie, interprétée par Angelina Boret, qui elle aussi part faire Sciences Po et qui revient. Mm. Et en fait, on a le Paul Kircher qui, lui, en question, va rester là, va voir aussi son foyer, sa famille se distordre, se séparer. Et je trouve que c'est un film où le jeu d'acteur renforce vraiment le niveau du film avec des seconds rôles que je trouve exceptionnels. Gilles Lelouch. Gilles Lelouch en premier lieu, Ouais. qui joue le rôle du père qui est fantastique. Hassine, le personnage d'Hassine interprété par Saïd El Alami, que je trouve aussi très très bon. Et puis il y a vraiment une réal qui est très belle. Moi je trouve une colorimétrie, une esthétique qui est très très belle. Et voilà, et en fait ça donne un film de 2h14 qui moi je trouve très digeste, très beau, avec de l'action. Et voilà, moi, ça a été vraiment une très belle surprise. Un film dont j'en attendais vraiment pas beaucoup. Il a été projeté à la Mostra. Il a fait un peu de bruit parce que Paul Kircher a gagné le prix de la meilleure révélation. Et à partir de là, je me suis dit, oh, ça a l'air pas mal. Et en fait, ouais, ce film est vraiment solide dans le top 10, quoi. Pour te dire, quand il y a un film que j'ai rattrapé à la toute fin de l'année qui va gagner des places, et je risque d'en parler. Bah, c'est peut-être le 8e ou le 9e film qui a fait le saut en dehors, Ouais. mais Leurs enfants après eux restent vraiment top 10 Ok. pour moi. Voilà. Numéro 9, Maxime. American Fiction. American Fiction, il est a resté. tenu. Il a tenu. Et pour moi, c'est Le Robot Sauvage. Ok. Déjà, American Fiction, on a dit une connerie l'autre jour dans l'émission précédente où on Ouais. dit qu'il n'avait pas eu d'Oscar, du coup il tiendrait pas. Il a l'Oscar du meilleur scénario adapté quand même. Ok. C'est un film qui a eu donc très peu de visibilité, sorti sur Amazon dans l'anonymat complet avec le Ouais. titre québécois. Je comprends toujours pas pourquoi. Qui est un sujet, je trouve, très touchy et d'actualité. Donc, c'est l'histoire d'un écrivain noir joué par Jeffrey Wright, Mm. qui est un peu en panne, qui voilà, du mal surfer sur son succès d'antan et qui va sortir pour rigoler un roman très vulgaire, pas classe, pas aussi intellectuel que son milieu l'impose, et sauf que ça va être un carton et qu'on va lui en demander plus comme ça. Et lui va avoir dans l'idée de pousser jusqu'au bout cette idée de ridicule, jusqu'à cette scène où il veut changer le titre du livre, Ah, la plan qui est- fuck. qui est hilarante, mais vraiment Elle est très très plié drôle. de rire. Et en fait, ça parle, je trouve, à la fois d'un terme moi, que j'aime pas beaucoup, qu'on emploie beaucoup, qui est le wokisme, Mhm. qui, je trouve, utilisé à tort et à travers, qui est un peu une petite planque raciste aussi, Mhm. voilà, dès qu'il y a des personnages de diversité inclus, que ça va pas, etc. Mais d'un autre côté, il y a aussi une réalité qui est que on voit beaucoup de remakes faits avec où on remplace les gens de Mhm. blanc par des gens de couleur. Des personnages féminins qui vont être beaucoup trop forts, ça Marvel ils ont bien aimé, avec She-Hulk qui est plus balèze que Hulk au bout de 5 minutes, Ouais. ou Rey Skywalker qui est une Jedi extraordinaire sans avoir eu de cours, Mhm. enfin voilà. Donc c'est aussi quand même une réalité là, et ce film je trouve essaye de montrer un peu ces deux côtés, c'est-à-dire Ouais. pour montrer effectivement cet écrivain, parce qu'il est noir, parce qu'il va parler du Bronx je crois, alors qu'il n'y connaît absolument rien sur New York et qui va dire des gros mots, du coup ça va être intellectualisé, mais aussi quand même la difficulté aussi d'être un écrivain noir. Je me souviens d'une scène dans une bibliothèque où en fait on a mis son livre un peu dans la catégorie auteur noir, Oui, alors que lui il veut être dans une autre elle est catégorie marrante aussi cette et scène. qui change de place Quand ses il fout le livres là où bordel il dans est, la mais non, lui librairie, on va le mettre dans son carcan, t'es Ah ouais. un écrivain noir, tu vois, donc, qui est aussi vachement réducteur. Mhm. Donc ça parle de tout ça avec beaucoup d'humour, je pense que c'est peut-être le film le plus drôle que j'ai vu cette année. Ouais. Beaucoup de justesse, ça marche quand même vachement sur des œufs, quoi. De faire un film comme ça. Il y a une petite histoire d'amour au milieu qui est très bien. Jeffrey Wright, que moi j'adore vraiment, vraiment, vraiment cet acteur. Et il a tenu dans le top 10, parce que bon,
C'est sorti vraiment de début d'année. On en a Ouais. déjà parlé pour les Oscars même. Mais ouais, moi, largement mérité dans un top 10 pour moi. C'est un film à tellement voir sur Amazon. Vraiment, fouillez Amazon. Vous le trouverez jamais. Faut Fiction juste... à l'américaine. Voilà, faut vraiment taper fiction à l'américaine pour aller le récupérer. Mais ça fait partie des petits bijoux qu'offre la plateforme Amazon. Il n'est jamais sorti en salle, il est sorti directement sur la plateforme avec, on l'avait dit, très peu de com dessus. Mais ouais, c'est vraiment un film à rattraper. Moi, j'avais beaucoup aimé. Il a pas du tout été dans la discussion parce qu'il y a trop de films qui sont arrivés. Mais c'est un film pour le coup qui a bien vieilli dans mon esprit en disant ouais, c'est vraiment un bon moment quoi, c'est vraiment un film vraiment bien. Et les seconds rôles sont très bien, moi aussi. J'aime bien ce qui se passe avec la voisine, avec Ouais. la femme de enfin l'intendante de sa maison aussi. Très drôle Je aussi. trouve Ouais. qu'il y a vraiment des belles scènes aussi. Pour ma part, du coup, le robot sauvage de Chris Sanders, Que j'ai pas. que t'as pas. Mais il est top 20, il doit être 16-17 par là. Le robot sauvage. Bah voilà, moi c'est mon film d'animation préféré de cette année dans un monde qui est ce monde-là où Memoir of a Snail sort le 15 janvier en France. C'est vraiment un très très beau film que nous a pondu DreamWorks, une histoire originale, ce qui voilà pour moi c'est important aussi de pas se cantonner au Vice Versa 2 et Vaiana 2 qui étaient des bons films, mais on sent qu'on fait du recyclage du côté de Disney. Ça marche. Ça marche, mais DreamWorks a aussi fait un excellent boulot en sortant ce robot sauvage qui a très très bien marché, qui jouit d'une esthétique fabuleuse, vraiment. Oui, il y a une belle histoire, oui, c'est bien doublé, oui, la narration est très belle, la musique aussi, mais l'esthétique est vraiment fabuleuse dans la continuité de Chapeauté 2, qui déjà réinventait un peu l'animation chez DreamWorks. Là, on a encore quelque chose de très pastel, peinture, aquarelle en fait limite dans le trait et dans le dessin, et c'est vraiment un film qui moi à mon sens va vraiment rester va être ancré en fait dans les films d'animation à montrer à ses enfants et tout. Je pense que c'est à l'instar des Lao, des Ratatouille, de ce genre de film, ça va être vraiment un classique ce robot sauvage. Il parle énormément aux adultes autant qu'aux enfants. J'avais noté que c'est un film qui réussit son côté. Il y a 3 récits en un en fait. Il y a le récit du robot qui incarne un peu, ou la parentalité en fait, tout le thème de la parentalité où les parents peuvent vite se sentir concernés avec le robot qui s'appelle Rose. On a la thématique aussi du solitaire avec le renard. Du coup, on a aussi cette personne qui a du mal à trouver un but dans sa vie, qui est un peu voilà toujours en marge un peu de la société, pas rejeté, parce que le personnage du rejeté ou de l'avorton est lui incarné par Jolibec, ou là des enfants qui peut-être vivent du harcèlement, tu vois, mais qui sont un peu en marge aussi à l'école ou quoi peuvent. Et en fait, on a vraiment 3 histoires qui évoluent ensemble et qui avancent toutes les 3. Il n'y en a pas une qui est moins développée que les autres. Et on a ensuite un récit commun qui est fantastique, teinté voilà, sur l'écologie, sur la place des robots et des intelligences artificielles dans ce monde. Même sur une histoire de paix, parce que tous ces animaux-là qui se détestent, qui se chassent, finalement se regroupent ensemble dans une scène pour s'entraider. Et en période de guerre, comme on en a pas mal dans le monde aussi, je pense que ça résonne pas mal. Et c'est vrai qu'il a un message, vraiment un message réussi ce film. Moi, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et pas de problème à ce qu'il soit dans un top 10. Alors on va avancer. Ouais. On passe au 7 8 d'abord peut-être. Ah oui, 8, pardon, excuse-moi. 8. C'est le dernier film que t'as pas vu, après tu les avais promis. City of Darkness. City of Darkness. Moi je pense que j'en ai un que tu vas parler un peu plus loin, mais moi j'ai le successeur. C'est possible. Parle-nous du coup de City of Darkness. Ouais, c'est vraiment une grosse claque ce film-là, et puis au sens propre comme au figuré. Hein. Donc film hongkongais du réalisateur de Limbo, qui était sorti l'année d'avant, qui a fait un autre film cette année, je crois, Mad Fate, mais qui a très très peu de sorties en France et qui n'a apparemment n'est pas réussi. Je vais le résumer parce que bon, je pense pas forcément beaucoup de gens l'ont vu. Donc c'est dans les années 80. C'est le seul endroit de Hong Kong où la loi britannique ne s'applique pas, parce qu'il y a encore des histoires de colonisation, etc. Et qui est donc une citadelle qui s'appelle Kunlun, qui a réellement existé. C'est vraiment une immense cité au milieu de tout ça. Et ça va être une enclave qui va être livrée aux gangs, aux trafiquants, etc. Et dans ce contexte, on a en fait un migrant clandestin qui essaye de voir avec ses mafieux pour avoir des papiers.
et qui en fait fait ce que les mafieux leur demandent, mais lui il a jamais ce qu'il a, il a jamais ce qu'il Mhm. veut, et il va se barrer de là en courant et en piquant un sac d'argent. Mhm. Donc on va s'en suivre une scène d'action, etc. Et il va se planquer donc dans cette cité concurrente Kunlun, et se rendre compte qu'en fait c'est pas de l'argent mais c'est de la drogue, Mhm. et que du coup un sac d'argent ça vaut tant de millions, mais un sac de drogue c'est encore plus, Oui, oui. plus important. Donc c'est vraiment un gros film de baston, ça se tape très très fort. Assez impressionnant les scènes. Chaque personnage en plus a une caractéristique, va avoir une façon de se taper un peu Mhm. différente, etc. Parce que du coup il va être recueilli, il va rencontrer les gens de ce groupe-là. Et en fait on va avoir un peu deux visions, c'est-à-dire qu'il y a le groupe de gangsters vraiment très violents, et eux qui sont certes trafiquants, certes dans l'illégalité, mais dans une société qui s'entraide beaucoup, Mhm. où pas grand monde sont laissés de côté. Alors ça, moi le petit défaut que j'ai dans le film, c'est qu'on te dit que voilà, il y a une espèce d'entraide, mais ça vend quand même de la drogue à des gens que tu vois se défoncer dans la rue et Mhm. être des drogues très dures, et qui voilà, sont quand même laissés de côté. Donc c'est un peu paradoxal. Il y a un peu de folklore chino-hongkongais, c'est-à-dire qu'il y a même un personnage qui aura un peu des pouvoirs, qui est capable d'encaisser des coups, mais ça passe dans l'histoire. Je sais pas comment dire Mhm. ça. C'est pas, il crache pas du feu, quoi. C'est pas, mais il a des caractéristiques, et, euh, et vraiment une super esthétique. Et pas que, en plus de cette action que j'ai trouvé super, le film donc raconte des choses du coup sur ces. Donc, comme je dis, c'est pareil entre ces deux clans. Mhm. On pourrait presque voir une métaphore capitalisme, communisme. Je sais pas si ça va jusque là, mais il y a un peu cette idée-là quand même. Ouais. Euh, Qu'est-ce que j'ai noté d'autre dessus? Et ouais, donc c'est entremêlé dans cette histoire vraie où cette cité va être détruite. Et on s'est parlé dans le film que cet endroit-là va être rasé Mhm. et que les habitants vont être du coup éparpillés. Du coup, il y a un peu une séquence de fin un peu plus émotion. En fait, où il va y avoir un abandon des lieux. Et même si c'est une tour un peu délabrée, et ça, tu sens que c'est chez ces gens-là, Ouais, tu vois, ouais. qu'ils ont grandi, qu'ils ont leur communauté, et que le fait qu'elle soit détruite. Donc, tu as une fin en plus qui est touchante. Donc, grosse action de bourrin, comme je les aime. Des moments touchants. Tu l'as vu quand celui-là? Il est sorti mi-août. C'est pour ça que je t'en Mi-août. ai pas trop parlé, parce qu'on était un peu en vacances de l'autre Ouais. côté. Il est pas sorti beaucoup en France. Ouais. Et ouais, ça s'est rentré dans le top 10 à ce moment-là. Et puis finalement, il n'y a pas grand-chose qui lui est passé devant depuis. Ok. Donc Ok. City of Darkness. À part, j'ai le successeur. Oui, c'est pas mal. Le successeur de Xavier Legrand, qui pour moi est. Bah, déjà, on en a un peu parlé de ce film-là, mais on l'a pas trop abordé parce qu'on savait que tous les deux nous allions en parler. Moi, pour ma part, j'ai été absolument scotché dans mon premier visionnage parce que c'est un film que j'ai vu 2 fois. Que j'ai pas. J'étais un peu dubitatif, comme on en a parlé à la fin Mm. du premier, parce que j'avais pas la lecture, la clé de lecture en fait de l'influence du métier du personnage de Elias, interprété par un immense Marc-André Grondin. J'étais content que tu l'aies mis dans la petite pastille Oui, acteur numéro 1. c'est l'occasion de faire un petit point promo. Suivez la bulle sur Instagram. Bien joué la passe D. Suivez la bulle sur Instagram pour plein de contenu autour du cinéma. On a sorti nos top 10 actrices et acteurs de 2024. Un top 10 acteurs dans lequel on retrouve Marc-André Grondin, comme tu viens de le dire, tout en haut. Parce que moi, j'ai trouvé sa performance dans Le Successeur folle, exceptionnelle. Grosse révélation. Hein. Ouais, Parce que moi, j'ai regardé sa filmo, j'ai rien vu d'autre de chez lui. ouais, il a fait 2 films de hockey que j'aimerais bien revoir avec Stifler de American Pie. Mais en dehors de ça, c'est vrai que c'est assez léger. Pour revenir au film, du coup, à la fin du premier visionnage, j'étais là, je t'envoie un message. Ouais, ok, c'est bien, ok, la séquence de fin est dingue. Mais punaise, il avait juste à appeler les flics. C'est dur de parler de ce film sans spoiler. Hein. Ouais, 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 On va ouais, essayer, ouais, mais ouais. c'est dur. Il avait juste à appeler les flics. Voilà, point. Tu me dis, ouais, mais s'il appelle les flics, il est niqué parce que il fait un métier de créateur de haute couture et tout ça. Son métier repose sur lui, ce qui dégage sa Et puis façon sa d'être, sa son collection sort là. histoire. Sa collection va sortir, sa prochaine collection va sortir. Il ne peut pas. Et c'est vrai qu'effectivement, c'est ce qui justifie aussi ce choix-là de endosser la responsabilité qu'il ne veut pas, mais il est contraint de le faire. Et ensuite, cet engrenage dans lequel il est, teinté de plot twist, de découverte et tout ça, mais le film est absolument exceptionnel. Moi, sincèrement, c'est un film qui m'a vraiment marqué. C'est un film que je peux revoir plusieurs fois. La preuve, je l'ai déjà fait. Moi aussi. Donc, en fait, moi, il y a juste en fait devant lui 7 films qui me touchent plus personnellement. Ouais. Parce que lui, si je dois être
purement objectif dans un top 10 qui serait des meilleurs films de cette année et pas de mes films préférés, ce qui est là, en l'occurrence, c'est la Ah base de oui, ce oui, top oui, 10. oui. Oui. C'est vraiment ça. C'est un des meilleurs films que j'ai vu cette année et moi, c'est un de mes films préférés et c'est mon huitième Huitième. film préféré. Je te laisse un peu de quoi en parler pour après. Ouais, on en On parlera. passe au 7. Here de Zemeckis. Yes, quelqu'un l'a mis. Moi, j'ai mis Le Royaume. Ok. Le Royaume de Julien Colonna. Ouais, donc Here de Zemeckis, film qui paraît très peu de promo, sort un peu de. Moi, je vois la bande-annonce 2-3 semaines avant que le film sorte. Mhm. Rien que la bande-annonce me fout presque les larmes aux yeux. Mm. Je vois Zemeckis à la fin, je dis mais pourquoi on n'en parle pas plus? Alors ok, Ouais. Zemeckis, ses derniers films, c'était pas terrible, mais quand même. Oui. Un film sur l'évolution des mœurs, du temps, des États-Unis aussi, qui donc a la particularité d'avoir une caméra fixe dans un angle Mm. et de suivre. En fait, le personnage principal, c'est un appartement, enfin une Ouais. maison, et de suivre les différents lieux de vie qu'il y aura sur cette maison, même avant qu'elle soit construite, Mhm. avec ce système de montage avec des écrans qui apparaissent et on va aller dans l'écran comme ça Mhm. pour le rendre le tout dynamique, parce que sinon, quand même, si c'était 1h40, un plan fixe, C'est ce trop serait un bien peu fait chiant. d'ailleurs, ces C'est incrustations super d'écran bien et tout, fait. c'est très joli. Donc on va beaucoup suivre la famille de Tom Hanks et Williams, donc c'est le duo aussi qui était dans Forrest Gump. D'ailleurs, je crois que quasiment toute l'équipe c'est Forrest Gump, Oui. du réal, mais aussi le chef-op, ça va jusqu'à des costumiers. Enfin, il y a vraiment, ils ont repris toute la famille Forrest Gump pour faire ce film-là. Ouais. La BA est magnifique. Mhm. Vraiment, la musique est très 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 belle dans ce film-là et elle embellit un peu cette histoire-là. C'est alterne entre des moments touchants, des moments drôles. Comme on a parlé dans l'émission d'avant, le mec, on a vu ensemble ce film qui pleurait, pleurait sa race à la fin du Ouais. film, et je peux vraiment le comprendre. Il y a quand même un parti pris qui est très osé avec cette caméra fixe. Ça marche. Et ça marche. Et voilà, moi j'aime aussi ces prises de risque je sais même pas comment ça a été vendu à des producteurs. Mhm. Mais de changer un peu des formats habituels, d'arriver à réinventer le cinéma alors que ça fait 120 ans que ça existe et qu'il y a 1000 films par an. Mhm. Moi, ça m'a vraiment touché. C'est vrai que ça a été critiqué pour ses effets de rajeunissement faits par intelligence artificielle. Il y a quelques plans moches Ouais, 2, 3, et mais. qui sont dans la bande-annonce paradoxalement. Donc moi, c'est Ouais. vrai que j'avais un peu peur de ça. Et au final, c'est vrai qu'il y a souvent les yeux qui vont pas trop avec les intelligences artificielles. Tu vois que les yeux savent pas trop regarder, mais sinon, ça passe très bien. Mhm. Paul Bettany aussi, qui est vachement sympa dans ce rôle-là, du père de Tom Hanks. Mhm. Et ouais, c'est vraiment vraiment dur de mettre des mots sur ce film. Juste, il m'a vraiment beaucoup touché. J'ai pas vu le temps passer. Et c'est une Ouais. petite pépite pour moi. Ouais, c'est une petite pépite, c'est sûr. Moi, je me rappelle vraiment pendant le film, vraiment décrocher pendant 10 minutes pour me dire comment je fais pour que ce fauteuil-là, comment je fais pour avoir le fauteuil du gonze Oui. avec ce fauteuil-là. Vraiment, j'ai eu un truc où ce fauteuil-là m'a hypnotisé, mais pendant un nombre de minutes où j'étais là devant et je voyais plus rien du film et juste j'étais en mode attends, si jamais je mets des roues à ce fauteuil-là, mon fauteuil rouge là, qui est dans le coin, si jamais je fais des roues et que en fait ça veut dire que je pourrais juste tourner pour accéder à ma bibliothèque qui est derrière. Et j'étais là en mode, à un moment donné, je me suis un peu en mode waouh, attends, je suis parti combien de temps là? Ceux qui n'ont pas vu le film doivent pas comprendre de quoi tu parles. Ah, mais ce fauteuil-là m'a laissé mes bouche bée. J'étais en mode, waouh, je veux trop ce Trop bien, truc-là. Vraiment. Ouais, je pense que juste hier, en fait, soit on est touché par ce que ça propose, Ouais. et par cette idée de temps qui passe, de nostalgie, et on peut être vraiment bouleversé par le film, Mhm. soit on l'est pas, et ça peut être très long. Donc j'ai vu ce film être dans des flops, j'ai vu ce film, Il est, il a pas il est marché. dans beaucoup de tops. Moi, je le vois Il est vraiment aussi dans quand même dans beaucoup pas de mal tops. de tops, mais voilà, je pense que c'est un peu qui tout double. Moi, je fais partie de ceux qui ont été touchés. Mhm. C'est au moins à découvrir. Partons en cavale du côté de la Corse avec Le Royaume de Julien Colonna, premier film du réalisateur corse, avec et bien aidé quand même de la scénariste Jeanne Herry, dont j'adore absolument le cinéma, avec Pupille et notamment Je verrai toujours vos visages. On a un duo d'acteurs que là je vais m'empresser de citer, Giovanna Benedetti qui incarne le personnage de la fille Lesia et Saverio Santucci, Pierre-Paul, qui sont deux acteurs non professionnels. L'une est étudiante en pharmacie, je crois, et l'autre est guide de montagne et berger plus communément aussi en Corse. Et ces deux-là ont été recrutés pour
représenter la plus belle histoire père-fille que j'ai vue depuis très longtemps au cinéma. C'est une cavale en Corse entre un père qui cherche à se cacher, qui est juste le chef d'un des plus grands gangs de la Corse, et sa jeune fille qui est un peu, bah voilà, avec le temps et avec l'activité de son père, n'a pas vraiment grandi avec son père, ne le connaît pas vraiment. Et en fait, cette fille, au début de l'été, est contrainte un peu par surprise de passer du temps avec son père. Au début, elle le veut pas. Puis en fait, après, elle commence à devenir subjuguée par l'environnement dans lequel vit son père. Ça la fascine un peu, ouais. Là, il y a de la fascination. Ouais. Et en fait, on voit l'évolution et la manière dont cette fille va grandir sur 2 mois, mais à quel point en fait l'évolution du personnage de Lesia va être exceptionnelle dans le film. Il y a des grandes lignes de texte. Franchement, il y a des dialogues, moi, qui me marquent vraiment. L'un autour de la piscine, l'un un peu plus tôt aussi, avec où on lui apprend les valeurs de patience, les valeurs aussi de fidélité. Oui. Fidélité à ta cause, le fait que... À la famille. À la famille. Et, La dernière fois que je fais un accent. et ce... et ce film est vraiment très bien rythmé. Il y a beaucoup d'action, il y a beaucoup de choses qui se passent, qui vont, qui vont contraindre ces deux personnages à un peu évoluer dans la Corse. C'est pour ça que c'est un vrai road movie pour moi, ce film. C'est un road movie très original, avec cette histoire de père et fille qui rythme tout ça. Moi, c'est vraiment un film que j'ai trouvé très très bon, très, je pourrais dire sous-coté, mais pas tant que ça, parce que je le vois pareil dans pas mal de top 10 aussi. Ah ouais? Ouais. Ok. Les deux acteurs sont pas dans la grande liste, est assez large pour l'instant, des révélations de l'année. Peut-être qu'ils attendent un deuxième rôle pour donner, je sais pas ou quoi, mais c'est deux acteurs qui pour moi sont, chez les hommes et chez les femmes, mes deux révélations de l'année, parce que je les ai trouvés absolument Ouais. fantastiques. Donc ouais, moi Le Royaume, c'est vraiment un film qu'il faut voir et qu'il faut revoir. Moi, j'ai regardé là, je l'ai mis 30e. Ouais. Comme quoi, c'est une bonne année parce que 30e, c'est des films super quand même. Enfin, Ouais. j'ai pas trop la même dans un top 10 non plus. Une fin un peu prévisible de mon côté. Ouais. Il m'a manqué un petit truc. J'aurais pas Prévisible la forcément- fin? Ouais, Ah ouais? je la vois venir. Ah ouais? Ouais. Mais alors pas la, enfin, bon, pas spoiler, pas vraiment la dernière scène, mais celle d'avant un petit peu. Ouais. Mais c'est quand même, ouais, c'est une très très jolie découverte. Pareil, un film qui a pas fait beaucoup de bruit parce que pas beaucoup de séances, pas beaucoup de promos autour, mais à rattraper Le Royaume. Un bon Très bouche à original. oreille. Moi, c'est un copain qui me l'a conseillé. Derrière, j'ai conseillé à d'autres gens qui l'ont vu. Je pense que le film a bien marché comme ça. Ouais. Place à la 6e position. Qui tu as en 6? Tatami. Tatami. Oh, je l'ai pas, moi. Tu l'as pas mis? Non, on l'a vu ensemble en plus, Tatami. Ouais. Moi, j'ai Monsieur Aznavour. Ok. Tatami, donc film iranien en noir et blanc. Oui. Ça peut paraître chiant sur le papier, mais alors vraiment pas du tout. On est sur un championnat du monde qui De de judo. et on va suivre une judokate iranienne Mhm. à qui on va assez vite mettre la pression sur sa coach et donc elle indirectement pour déclarer forfait afin d'éviter qu'elle affronte une judokate israélienne Mhm. et d'imaginer l'affront de se faire battre par une judokate israélienne Mhm. et de toute la pression qui va monter crescendo dans ce thriller qui est pas très long, je crois qu'il va durer 1h30, 45, Ouais, pas ouais, plus, pas long. plus. Alors déjà, là où je m'attendais vraiment pas, c'est l'intensité des combats de Mhm. judo. C'est très bien filmé aussi. Qui sont pas filmés de manière ostentatoire à l'américaine, mais très près des corps. Mhm. Et du coup, rien que sur cette partie-là, Et- on est à fond. Ouais, et encore que chaque combat est filmé différemment. Il y a vraiment un plan de haut, il y a Ouais. vraiment ce truc de... On va avoir plusieurs combats, mais à chaque fois, il y a une nouvelle façon de le mettre en scène. C'est-à-dire que je vais y venir, le film est évidemment avant tout un thriller et un discours politique. Et on Mm. pourrait se dire, bah, les scènes de sport vont être un peu délaissées. Pas Ouais. du tout, vraiment, chaque scène. Et tu sens le combat et la rage de cette judokate qui forcément va en plus avoir des pressions qui vont se ressentir dans son combat. Des moments de rage qui vont peut-être l'aider, mais qui peuvent aussi aller contre elle. Et puis évidemment, donc, il y a cette partie thriller qui est totalement folle. Les différents subterfuges que va utiliser le gouvernement pour mettre pression sur sa coach, pour que la coach fasse son sur elle. Ça va aller jusqu'à la famille, jusqu'à des menaces. La scène du selfie où quelqu'un lui fait croire que c'est un fan, et puis en fait, il y a son père Ouais. au téléphone de l'autre côté qui lui dit écoute-les, ma chérie. Enfin voilà, il y a vraiment des moments où nous-mêmes on se dit mais toute ta vie on se dévoue à un sport, on arrive à être professionnel, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on va jusqu'au bout? Et tu te fais saboter par ton propre pays. Par le propre pays, quoi. Et même il y a plein de scènes avec la commission
mondial de judo, qui Ouais. comprend qu'il y a un truc qui va pas, mais qui n'a finalement aucun pouvoir, quoi. C'est un pays contre une ligue de sport. Les menaces, c'est de l'exclure, donc finalement, voilà, on peut pas faire grand-chose. Ouais. Donc voilà, ça fait forcément écho à la situation des artistes iraniens Mhm. dans leur pays, où beaucoup ont dû fuir. On a vu notamment des cas à Cannes de réalisateurs qui ont vraiment fui le pays, qui sont condamnés à des dizaines d'années de prison et des centaines de coups de fouet. Ouais. Et voilà, donc c'est vraiment un film choc, film que voilà, j'attendais à voir le petit film iranien sympa, mais je pensais pas que ça allait quelque chose qui allait me plaire autant, me mettre vraiment dans un état de stress. J'étais vraiment à fond dans le film, Mhm. et vraiment une belle sixième place, parce que voilà, quand ça marie à la fois le fond, comme avec le discours politique que ça, et la forme Mhm. dans le thriller qui est totalement réussi, et les scènes de combat réussies, bah, Mhm. vraiment super film. La réalisatrice, c'est celle qui joue la coach Oui, dans le film. c'est Elle ça. est aujourd'hui interdite de territoire là-bas. Elle vit en France. Et ce film est basé sur pas une seule histoire vraie, mais en fait sur un condensé d'histoires semblables à celles qu'on voit dans Tatami, qui ont été vécues par des sportifs de haut niveau iraniennes. Il y a aussi tout un prisme dans le film de ne surtout pas être trop forte pour inspire. Ouais, Pour surtout pas que les jeunes filles iraniennes soient inspirées par la réussite et la force c'est de pas le ces rôle des femmes, sportifs de quoi. haut niveau. Voilà, exactement. Donc voilà, il y a eu, je les cite un peu parce que on avait fait un post dédié sur la bulle. Typiquement, la médaillée de bronze au JO de Rio en 2016 avec l'Iran, elle devient l'idole des jeunes filles. Le gouvernement iranien la menacera à plusieurs reprises. Elle fuira le pays pour la Bulgarie. Elle reviendra au JO, mais du coup sous les couleurs et sous le drapeau de la Bulgarie. Elle est interdite de territoire aujourd'hui. Il y avait la boxeuse Kimia Alizadeh, qui, première boxeuse iranienne à disputer un match de boxe officiel. Un mandat d'arrêt est dressé contre elle, l'empêchant de revenir en Iran. Et la troisième histoire qui a influencé aussi et qui a inspiré ce film, celle d'Elnaz Rekabi. Elle dispute une compétition d'escalade sans hijab pour protester contre le port du voile obligatoire. Elle sera portée disparue quelques heures après la compétition, avant de faire une déclaration publique assurant que ce n'était pas intentionnel. C'est aussi ce qu'on voit aussi dans l'évolution du scénario. On va quasiment frôler la prise d'otage Oui. pour essayer de la récupérer, où en fait l'actrice va tenter, enfin le personnage principal va tenter de fuir cette compétition, parce qu'elle voit que là, il n'y a pas que sa famille qui est en danger, mais elle aussi devient en danger. Ouais. Non, c'est un super film. C'est vraiment un très bon film. Je suis content que tu en parles. Moi, Ouais. il est dans le top 20, dans le top 20 aussi, mais voilà, il y avait d'autres films devant. Pareil, là, moi j'arrive dans le top 6, donc c'est des films qui me parlent plus, qui ont résonné en moi. Monsieur Aznavour a été une très très grosse claque. Je l'ai en 5. Tu l'as en 5. Ah, c'est cool. Il est dans aucun top, celui-là. Il s'est même fait un peu défoncer par la critique. Et pourtant, toi et moi, on a eu deux très belles expériences de cinéma. Toi en avant-première. Ouais, UGC culte. T'en avais parlé. Ouais, voilà. Je l'ai vu fin juillet. Ouais. Fin juillet, j'ai vu. Et moi, je l'ai vu lors de la avant-première, pardon, lors de l'avant-première en compagnie de Tahar Rahim, du réalisateur que je vais pouvoir citer parce que ça faisait 2 fois que j'oubliais son nom, mais c'est Mehdi Idir, co-réalisateur avec Grand Corps Malade. Ils avaient tourné déjà 2 films avant, Patient et La vie scolaire, 2 films vraiment très très sympathiques. Là, on a un step-up sur Monsieur Aznavour qui est assez grandiose. Moi, c'est mon biopic musical préféré de cette année. C'est aussi l'un des biopics musicaux les plus marquants de ces dernières années, à mon sens. On a vraiment une très très belle réalisation. Il y a du Baz Luhrmann dans la réalisation, je trouve, de Grand Corps Malade et Mehdi Idir, avec ce plan un peu en slow-mo, avec des gros plans euh, sur la scène d'ouverture, là où Oui. ils font la musique un peu arménienne. C'est très très beau. Et dans l'évolution un peu, voilà, de la montée en puissance de ce personnage de Monsieur Aznavour, avec dans un premier temps Bastien Bouillon qui va incarner Roche, c'est Pierre Roche, Ouais. c'est ça. Et ensuite Marie-Julie Beaup qui incarne Edith Piaf, que moi je trouve absolument exceptionnelle. Énorme. Elle, on n'en a pas beaucoup parlé, on n'en a pas beaucoup entendu parler non plus, mais elle vient du théâtre et la prestation qu'elle fait pour jouer Edith Piaf est saisissante.
Et moi, j'ai juste adoré ce film, évidemment la bande originale. J'aime bien les limites aussi du film, de pas rentrer, de se contenter à la musique et de pas aller sur les terrains un peu glissants. C'est un choix, de toute façon, on sait que la famille était proche du scénario et du travail. Oui, oui, oui. Donc il n'y a pas une volonté de parler des dernières années un peu terribles de Aznavour, un peu réac, facho, etc. Et sans non plus parler des combats qu'il a pu faire en Arménie. On se contente à la musique. Ça parle un petit peu de lui, enfin, c'est rien de très grave, mais ça arrive quand même à le montrer dans des situations où il Où est il abandonne marié. sa famille. Ouais. Voilà, il abandonne quand même sa famille au Canada, Ouais. où il va se taper tout ce qui bouge. Et Mm. il y a quand même des. Voilà, ça essaye de montrer Tout des n'est pas petits problèmes. lisse. Voilà, tout n'est pas lisse. Mm. Après, c'est rare sur les biopics musicaux, de toute façon, d'être à charge sur l'artiste en question. Mhm. Moi, il y a des plans qui me marquent aussi, enfin des idées. Il y a ce plan séquence dans le théâtre, là où en fait toute la chorégraphie de la musique, je sais plus c'est laquelle en question pour le coup, celle-ci, où on a vraiment la caméra qui se balade en haut, en bas, qui repasse derrière les spectateurs et tout. Il y a vraiment des très belles choses. Et aussi en fait, la mise en scène de comment se créent certaines musiques, le comme ils disent, qui est voilà, où il rencontre cet homosexuel avant et ensuite il lui dédie une chanson. Et on a ensuite ce plan de l'homosexuel face à sa télé qui voit cette représentation. Enfin, il y a vraiment des très jolies choses, comme on avait pu le voir dans Bohemian Rhapsody, qui moi était un biopic aussi qui m'avait marqué par justement un peu la mise en scène de ces classiques-là, de comment naît We Will Rock You, ce genre de choses. On retrouve ça un peu dans Monsieur Aznavour. Et ouais, moi c'est un film vraiment que j'ai vraiment beaucoup apprécié et que voilà. Moi, c'est vraiment une scène aussi qui m'est marquée, c'est celle pour montrer un peu sa grandeur et le fait qu'il avait percé, c'est de le faire arriver déjà. Il avait une tenue tout en fourrure. Oui. Tahar Rahim, il en parle dans pas mal d'interviews. Limite, c'est un Avec clip, un ce truc. sample, voilà. Et là, t'as le sample Dr. Dre, Ouais. où déjà le mettre du rap au milieu de ça, c'est assez drôle, ça surprend. Et du coup, tu comprends que sa musique a influencé le monde entier, y compris l'Amérique, y compris un mec comme Dre, qui va réussir à le sampler. Et puis on n'en a pas parlé, peut-être parce que c'est trop évident, mais Tahar Rahim. Il est exceptionnel. Oui, c'est vrai qu'on en a à peine parlé. Hallucinant. Enfin, on se demande même si je me suis demandé au tout début si c'était du deepfake ou si c'était vraiment lui, tellement le maquillage est impressionnant. Je pense qu'il aura son César. Ils l'ont déjà gravé là, sur la statue. Oh, et tu sais que Pierre-Ninet Monte Cristo, il va causer. Hein. Ça m'embêterait, mais. Ça m'embêterait aussi. Mais non, mais c'est sûr, c'est aucun playback. C'est Tahar Rahim qui a travaillé sa voix, qui a travaillé son chant pour être capable d'interpréter ces chansons-là. Et non, c'est un très bon film. C'est un très grand film. On passe au top 5, Maxime. Du coup, moi, c'était Aznavour, mon 5. Et donc, moi, en 5, j'ai. Je devrais le connaître, mais je me fie à mon calepin. The Sweet East. The Sweet East, le fameux. Ah oui, vraiment, t'as kiffé alors. Ah, mais je l'ai surkiffé ce film. The Sweet East. Parle-nous-en. Dans le temps additionnel, je le vois le 30 dans les transports et je le revois le premier. Donc, je l'ai maté 2 fois en une semaine. Pour le montrer à des copains qui ont adoré aussi. The Sweetest, c'est le meilleur film A24, pas produit par A24 cette année. Et pourtant, il en a tous les codes. C'est du pur cinéma indépendant américain. Voilà, c'est l'histoire, je le pitch assez facilement, c'est l'histoire d'une jeune fille d'à peine 18 ans qui fugue sa classe verte à Washington et qui va se retrouver en fait par une succession d'événements à voyager dans l'Amérique profonde où elle va rencontrer des gens. Et en fait, au fur et à mesure, donc elle va passer vraiment par tout le monde, que ça soit les punks, que ça soit les gentils nazis et les gentils islamistes radicaux homosexuels. Il y en a vraiment pour tous les goûts. Et moi, ce que j'aime profondément avec ce road movie, parce que là aussi, on est dans un road movie, c'est ce côté où on enfonce beaucoup de clichés, mais jamais on se fie aux apparences. En fait, il y a un truc de j'enfonce un cliché et ensuite je le dénature sans arrêt. Le punk très bizarre, tu sais, les anarchistes et tout, et au final elle est en fait dans ce squat de punk, il y a des avocats,
Il y a il y a des médecins, il y a en fait, il y a juste des gens qui veulent vivre en itinérance, mais qui sont pas forcément des gros drogués et tout. Le nazi, qui est en fait quelqu'un d'ultra bienveillant et qui va jamais passer la frontière de ce qu'il ne doit Ouais. pas faire, alors que elle, plus d'une fois, elle va chercher un peu cette frontière-là, à essayer de le charmer et tout. Et lui, malgré ses idéologies plus que contestables, est profondément gentil avec elle et bien intentionné. Ça m'a Euh, surpris, moi, vraiment, ça. Ce ton du film de mettre du bien là où on n'attend pas ce qu'il soit, mais de Ouais. partout. Voilà, c'est pas non plus un film qui est pro sur ça. Non. Parce qu'on voit aussi le côté punk, on voit aussi d'autres Ouais, côtés, ouais, mais ouais. et qui n'est pas dans son cliché, vu que c'est quelqu'un d'extrémiste. Donc, Hmm, non, c'est quelqu'un d'extrémiste parce pour ses raisons, ouais. mais qui a quand même du bien en lui. Exactement. Et en fait, le film est une succession d'événements comme ça. Alors déjà aussi, j'aime énormément la bande son et comment elle accompagne toute la DA et la photographie de ce film. Très très esthétique, c'est très 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 joli. L'actrice Tyler Ryder est envoûtante, mais vraiment, c'est un Ouais. délire comment elle, elle est marquante, genre elle crève l'écran, quoi. C'est abusé. Et à côté de ça, on a deux acteurs qu'on voit quand même depuis un certain moment, Jacob Elordi et Ayo Debiri, l'un qu'on a pu voir dans Euphoria et dans d'autres gros films ces dernières années comme Priscilla, comme Salburn, Mm. et Ayo Debiri qui est vraiment la révélation de la série The Bear. Et en fait, de voir des grands acteurs hollywoodiens comme ça donner du crédit et participer à des films comme celui-là, très expérimental, très... Puis il y a des petits rôles. Ouais, Elordi, ouais, il a des 10 petits minutes rôles. sur 2 heures. Hein. Exactement. Ouais, il est pas si long que ça, il Peut-être fait pas 1h40. Mais voilà, vraiment, c'est vraiment un bête de film. Et en fait, ça fait partie des films que, très subjectivement parlant, m'ont parlé, m'ont vraiment fait kiffer. Et ouais, là, tu vois, j'ai qu'une envie, c'est d'aller l'acheter pour le posséder. C'est un film, voilà, il est déjà arrivé sur OCS+, enfin Ciné Plus OCS, mais c'est pas le genre de film qui, à mon avis, va être dans les prochaines années, très facile à Non. trouver. Mais vraiment foncez voir ce film. Et voilà. Moi, j'ai un petit peu moins aimé que toi. Ouais. J'ai quand même trouvé bien. Je trouve un peu longué sur la fin. Et c'est peut-être un peu caricatural, mais dans le style, Mhm. j'ai avoir préféré des After Sun ou Ouais. Love a Stranger, ce genre de film, un peu ces ambiances-là. Mhm. Voilà, j'ai l'impression d'avoir vu un petit peu mieux ces dernières années dans ce registre, mais ça reste un film très, très sympa. Ouais, très sympa. Et tu parles pas du piercing Et de la bite au sans piercing qu'il faut absolument voir, Quelle qui est horreur. dans les 10 premières minutes du film. Je me posais beaucoup de questions après ça. Comment ça fait? Bah, il le dit, il fait pipi assis. Ok, on passe au numéro 4. Il reste encore demain. Il reste encore demain. Il est chez toi, il est haut chez toi, je suis content. Pour moi, ce sera le Cercle des Neiges. Oula. 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 Qui doit être 45e chez moi. Ah ouais. Vas-y, ouais, parle de Il reste encore demain. Ouais, donc film italien, là aussi en noir et blanc, Mhm. qui je trouve arrive à rendre beau l'horreur en fait. Ouais. On va suivre donc cette Italie juste post-guerre. 1946, ouais. Voilà, les soldats américains sont très présents. Et on va suivre donc cette Italie très pauvre, une mère de famille de 2 enfants et qui va être totalement sous l'emprise de son mari. Mhm. Une actrice qui va être une actrice principale qui est magnifique d'ailleurs, enfin qui a un rôle, un des plus beaux rôles que j'ai vu cette année d'à la fois d'humour, d'être touchant, peut facilement se représenter à elle. C'est un peu Ouais. Madame Tout le Monde, mais Ouais. voilà, vraiment très marqué par cette actrice. Le mari aussi, lui aussi est terrifiant. Enfin vraiment un très très bon casting italien. Très bien joué. Hein. Ouais, le contexte voilà, est quand même très lourd parce qu'on parle de violence, on parle de plein de choses, mais le film arrive quand même à être assez léger par Mhm. moments, voire même drôle. Oui, il est un Notamment paquet de autour fois. du grand-père là, qui est très Du drôle. grand-père, des deux garçons. Les qui deux font garçons que font beaucoup de conneries. s'insulter. Le grand-père, je me d'une scène où il raconte qui est un peu, comment dire, il est plus en capacité de lui-même, quoi, le Ouais. grand-père, et donc cette femme va s'occuper de lui, il va lui donner à manger, il va le torcher tous les jours, machin. Mm. Et il lui raconte, oui, c'est moi qui ai ramené ton père au pute la première fois, des Ouais. trucs comme ça, enfin ton mari, pardon. Ouais. Bref, c'est très évidemment extrêmement raciste Mhm. et misogyne et tout ce que tu veux. Hein. Très misogyne surtout. Ouais. Et vraiment, pendant tout le visionnage, je me disais, c'est vraiment un bon film. Mhm. Vraiment un bon film que j'aurais classé autour de la 20e place. Et puis il y a cette fin
Ouais, et le sens du titre, donc je vais pas dévoiler au cas où que certains ne l'aient pas vu, ouais, mais qui là m'a fait passer le truc en mode waouh, mais c'est ouais. immense en fait, c'est immense. C'est vraiment intelligent, c'est très très beau. J'ai été pris de court quoi par le film. Bon, je pense qu'on en reparlera peut-être un petit Peut-être. peu plus loin, Il y a moyen. mais super film. Ouais. Super film, il reste encore demain. Pour ma part, j'ai Le Cercle des Neiges. Je crois que c'est un des premiers films que j'ai regardé en 2024. Donc c'est vous dire à quel point il a fait de la résistance face à la multitude de films que j'ai vus en 2024. Et je suis très content de le classer si haut. Parce que c'est, à mon sens, un film parfait que nous a pondu Bayona, le réalisateur. Donc c'est un film espagnol qui était dans la sélection des Oscars pour les meilleurs films internationaux de l'année dernière, glané d'ailleurs par notre ami Jonathan Glazer pour La Zone d'intérêt. Et ce Cercle des Neiges qui est uniquement sorti sur Netflix, un peu à l'image de American Fiction avec Amazon Prime, n'a pas fait énormément de bruit à sa sortie. Un petit peu plus, Oh, mais quasiment pas de peut-être com. Hein. beaucoup plus, ouais. Quasiment Peut-être pas de com pour ce film. Et pourtant, c'est un film vraiment, vraiment splendide. Il y a vraiment un contraste entre cette neige, cette luminosité et l'enfer que vivent ces gens-là. Enfin, vraiment, dans la réalisation, c'est absolument fantastique. Le jeu d'acteur, j'en parle même pas. À quel point on est vraiment avec eux, on est avec chaque acteur. Enfin, c'est brillamment joué. On met pas souvent l'accent sur cet aspect-là des films, mais sur le maquillage de chaque, enfin comment ces corps-là dépérissent Ouais. par le froid, c'est La fin. abusé. La fin aussi, enfin vraiment on a un film, c'est sur l'une des plus grandes histoires, légendes dramatiques de l'histoire humaine contemporaine. Et on a un film à la hauteur de ça, comment c'est joué, comment c'est mis en scène. Enfin, moi, c'est vraiment un film où je suis resté agrippé à mon accoudoir dans ce fauteuil-là quand je l'ai vu. Et ça m'a subjugué, ça m'a vraiment. C'est un film de dimanche après-midi où tu le finis, il est 18h en plein hiver et tu te dis, waouh, quel film je viens de mater. Et vraiment, c'est un film qui a très bien vieilli dans mon esprit. Et après, film après film, film après film, film après film, j'étais là, mais je peux pas le baisser. J'arrive pas à le baisser. Et tu vois, tous les films dont j'ai parlé et que j'ai profondément aimé, comme Le Successeur et tout, quand je repense au Cercle des Neiges, je me dis non, mais c'est trop un bête de film, tu vois. Donc, ouais. Et moi, j'ai revu là, j'ai mis 42. Ouais. Tu Tu l'as oublié, je pense. Peut-être. Il y a tout pour me plaire parce que l'histoire est quand même universelle. Enfin, s'imaginer, tu crashes d'un avion avec ton équipe de sport, il n'y a aucun secours. Enfin, ce que vivent les personnages, on peut facilement l'angoisser. Les questions de morale qu'il va y avoir, on peut se les poser. J'adore le réal, j'attendais beaucoup ce film. Je sais pas pourquoi il m'a pas. J'ai des souvenirs un peu longs peut-être. Et peut-être des films que j'ai vus plus récemment, du coup, m'ont un peu plus marqué, je l'ai mis devant. J'aurais quand même pas mis top 10, il a jamais trop été dans la discussion, mais si ça fait de la lumière pour Bayona, que j'aime beaucoup, tant mieux. Et ouais, c'est quand même à rattraper. Ça a rattrapé. Je pense qu'il a quand même bien marché sur Netflix, mais c'est à rattraper, ouais. On rentre dans le top 3 3. Bon, Guillaume, c'est maintenant. On va parler de Substance. Ah, ça va. Moi, du moment que tu me parles pas de Furiosa dans ce top 10, mec, on va être potes. Je sais que La Zone d'intérêt, on n'a pas ce stress-là de savoir si l'un ou l'autre on l'a mis. Parce qu'on est assez d'accord sur ce qu'on pense de ce film. Et si vous ne savez pas ce qu'on pense, je vous invite à regarder le dernier podcast, la tier list, où on en a parlé. On l'a pas défoncé, mais on est très dubitatif. Une belle 70e place cette année. Voilà, un truc comme ça, tu vois. Mais en revanche, The Substance, moi, je suis pas du tout en contradiction avec ça. Okay. Et moi, j'ai All of Us Strangers. Strangers. Vas-y, The Substance. Bon, c'est un film qui dit qu'il faut respecter les précautions d'emploi des médicaments. Sinon, ça se passe pas bien. Non, bon, c'est un film sur le body horror qui est pas un genre d'horreur déjà qu'on voit beaucoup en ce moment. On est plus à une époque de fantômes ou de choses comme ça. C'est un film qui est un choc, qui est inoubliable. En plus, tu me l'as vu que tu as vu ta petite histoire perso. Quand j'arrive dans la salle, je suis angoissé un peu. Tu vois, il y a ce truc, les gens apparemment à Cannes n'étaient pas bien, prix du scénario à Cannes d'ailleurs. Donc bon, et donc ouais, c'est vraiment un film choc qui arrive à être drôle aussi, pour beaucoup de moments. Notamment une partie avec les boucles d'oreilles, vous verrez, pour ceux qui ont vu à la fin. Je pense que tu t'es peut-être barré avant. Ah ouais, je l'ai pas vu moi, les boucles d'oreilles. C'est une tension permanente, la musique qui est immense aussi.
il y a des gros partis pris de mise en scène, notamment sur les corps, qui est très clipesque, qui sont un peu peut-être lourdingues au bout d'un moment, mais qui marchent vraiment bien. Le nu aussi est très important dans le film, et pourtant, ça a beau être le corps notamment de Margaret Qualley et de le mettre de façon plus sexy possible, on sent qu'on est gêné, tu vois. Il n'y a pas le côté où. C'est du Wow, elle est trop voyeurisme, belle. c'est de Ouais. l'anti-voyeurisme limite. Et du coup, ça a beau être beau, mais t'es pas bien. C'est pas. Et c'est fort d'arriver à faire cette mise en scène là, de dire bah, je vais te filmer de façon hyper sexy, mais les gens seront mal à l'aise. Franchement, c'est vraiment un gros travail. Tout est réfléchi jusqu'au blouson jaune de la fille avec la métaphore de l'œuf au début. Après, bon, il y a cette partie qui est très gore. Moi, j'ai été beaucoup plus gêné par les scènes de bouffe au final. L'orgie de bouffe, notamment de Demi Moore, que par la scène de body horror qu'il y a dans les 20 dernières minutes, que j'ai plus trouvé rigolote presque qu'autre chose. Et là où je trouve que c'est pas juste un film un peu gore rigolo, c'est qu'il a des messages, un nombre de messages qui est énorme. C'est déjà une grosse critique d'Hollywood, qui se passe évidemment à Los Angeles, même s'il tournait en France en grande partie, je crois. À Nice, pas mal, c'est ça, ouais. Avec notamment le tout dernier plan qui est plein de sens, qui est génial. La critique des producteurs, avec notamment son producteur qui est un monstre, qui est filmé comme un gros dégueulasse, qui s'appelle Harvey. Toute ressemblance avec Harvey Weinstein, je pense, n'est pas fortuite, à mon avis. Pareil pour le groupe d'actionnaires qui les regarde comme des bouts de viande. Enfin, voilà, il y a donc tout ce critique d'Hollywood. Évidemment, un gros message féministe, sans pour autant mettre tous les hommes dans le même panier. Ça, moi, j'ai beaucoup de mal des fois avec certains films féministes, mais j'en reparlerai d'un plus tard d'ailleurs en parallèle, qui sont tous les hommes, notamment blancs et une cinquantaine, sont tous des gros porcs et méritent tous de crever. Les femmes au balcon, tu parles de Non, mais ce sera un film qui n'est pas sorti cette année, mais je ferai le lien, c'est le même réalisateur. Ok. Et ça me dérange d'être dire t'es un mec donc t'es coupable. Ce genre de film m'énerve. Lui, tous les hommes ne sont pas dans le même panier. Il y en a qui, notamment l'ami d'enfance de Demi Moore, qui est un mec très bien, mais ça montre une réalité patriarcale, je pense, qui existe à Hollywood. Et même ça arrive à être dur sur les femmes, parce que ces femmes-là qui cherchent la perfection, le personnage de Demi Moore, une fois qu'elle est dans ce corps jeune, elle va retourner auprès du même producteur. Tu vois, il y a un côté un peu sadique au lieu de. Enfin, elle retourne voir le mec qui l'a détruite au lieu d'être. Enfin voilà, il y a tout son gros cadre dans son salon. Tu rentres chez elle, il y a une photo d'elle de 10 mètres sur 5. Enfin, qui fait ça, tu vois, il y a le personnage n'est pas parfait non plus. Non. Et pour moi, même le critique du spectateur et notre rôle à nous, cette scène de fin qui est assez explicite, qui te dit que toi aussi, en tant que spectateur, tu es quand même responsable de pas mal de choses. C'est aussi très référencé, notamment beaucoup à Kubrick. Ouais. Il y en a eu plein des décors vidéos qui ont montré les. Pour moi, pendant que la transformation, quand il y a toute une scène avec des lumières, ça fait penser à 2001. Il y a du Carrie à la fin. J'ai entendu beaucoup de gens parler d'Hitchcock aussi, j'ai un peu moins les refs, mais voilà. Et j'ai trouvé le rythme fou, j'ai déjà envie de le revoir. Et moi, je me suis demandé un truc, c'est qu'on pourrait pas avoir pour la première fois 2 Oscars pour le même rôle. Demi Moore, meilleure actrice, Margaret Qualley, meilleur second rôle. En tout cas, moi, le même personnage. Ouais, les deux, je les mets très haut, moi, dans le top 10 des actrices. Et Demi Moore, je la mets tout en haut. Je mets, parce que pour nous, Poor Things est sorti en 2024, et je reconnais quand même que Emma Stone, avec les 2 films de Yorgos Lanthimos, ça fait une putain d'année. Et dans les deux films, elle est monumentale, mais en réalité, dans Le Monde des Américains, où Emma Stone se défend avec Kinds of Kindness, et Demi Moore avec The Substance, moi j'aimerais que Demi Moore gagne l'Oscar de The Substance, et Margaret Qualley est à la hauteur de Demi Moore, donc c'est dire un peu le niveau du film. Moi, parce que c'est pas mon film et il est pas dans mon top 10, mais pour mettre quelques aussi points d'éclaircissement, pour lequel vous verrez pas The Substance dans le top 20 des meilleurs films de 2024 de la Bulle Cinéma, qui va sortir là au moment où on parle, il est déjà sorti. The Substance, moi je l'ai vu en projection journaliste, en préambule du festival de Bordeaux, donc on était 4 dans la salle, et les 2 tiers du film j'ai adoré, au point de dire mais c'est le film parfait, c'est plan après plan, séquence après séquence, dans l'esthétique, dans la composition des plans, dans l'idée, l'évolution du scénario, dans le jeu, c'est un film parfait. Moi,
mon point de vue change à partir de la séquence du genou. Déjà, le doigt, j'ai du mal. Mais maintenant, je pense que je peux un peu le spoiler sans aller tout droit. Mais déjà, on t'est pas revenu dessus. La séquence d'ouverture de cette étoile est géniale. Je trouve l'idée de cette étoile qui part nickel et au bout de 3 minutes, tu vois, gens marchent dessus. les faut gens marchent tomber dessus. son burger. Franchement, quand tu vois l'idée de cette scène comparée à celle qu'on survend, qui est l'ouverture de la zone d'intérêt, je trouve que là, on a une idée qui est exceptionnelle Énorme. et la mise en scène est ouf, tu vois. Et juste sur ça, le dernier plan est sur l'étoile aussi. Oui, Je oui, sais c'est que t'es ce qu'on pas m'a allé. dit. Voilà, On me l'a tout raconté, le dernier est plan. sur l'étoile, Parce que, c'est incroyable. effectivement, du coup, moi, à partir du moment où il y a la séquence du genou qu'elle remet en place, et en fait, on voit que Demi Moore commence à devenir monstrueuse physiquement, je commence à être très mal à l'aise. Dans cette séance, on n'était que 4, où il n'y avait pas un bruit, pas ce truc où tu peux te rallier, un espèce de rire nerveux d'une salle qui rigole nerveusement face à l'horreur J'ai qu'on vu voit. ça, moi, oui. Moi, j'ai été littéralement seul face à mon écran, face à cette musique, cette ambiance sonore qui est dingue, mais qui est tellement oppressante, où moi, en fait, au fur et à mesure, mais je me suis décomposé au point de me sentir vraiment très, très, très mal. Et la scène où elle commence à se battre et Margaret Qualley fracasse... c'est Margaret Qualley qui fracasse Demi Moore sur le miroir? Ou c'est l'inverse? Elles se battent, je sais plus qui. Elles se fracasse battent et il y en a comment, une. Mais Bah non, il y a mais une c'est scène ça. de miroir, C'est ouais. Margaret Qualley qui fracasse la tronche de Demi Moore sur le miroir, mais à répétition, à répétition, à répétition. Et là, j'étais là avec mes écouteurs réduction de bruit, Sopico dans les oreilles, en me disant mais quand est-ce que ça s'arrête, cette horreur s'arrête? Et puis à partir du moment où ce monstre qui est horrible met le masque et tout ça, et se retrouve face au producteur qui, en fait, derrière le masque, ne voit pas quel est le monstre, tu vois. Ouais, et à partir du moment où elle arrive sur la scène, pour moi c'était trop horrible, j'étais trop pas bien. Et franchement, je suis sorti de la salle. T'as raté 10 minutes, hein, même pas. Ouais, voilà. Finalement. Je suis sorti de la salle, j'ai mis une demi-journée à m'en remettre, quoi. J'étais tremblant, angoissé et tout. Et je peux pas dire que c'est un mauvais film, loin de là. Je reconnais toutes les qualités de ce film, mais je suis juste pas le public. Donc voilà. Mais je suis très content et c'est légitime que ce film fasse partie de ton top 3, puisque moi, il en fera pas partie. All of Us Strangers? Ouais, content que tu l'aies mis aussi, parce que je crois que moi je l'ai 12 ou 13. Ouais, 13, ouais. c'est un film qui m'a beaucoup, beaucoup marqué. Ma grosse chialade de cette année. L'année dernière, on était sur un bon A Man Called Otto, ou Le pire voisin du monde, si on a le titre un peu pourri français. Là, cette année, c'est All of Us Strangers qui m'a beaucoup ému. Très, très bien réalisé. L'esthétique encore du film, la bande son, tu m'en avais parlé lors de la tier list, je l'ai réécouté depuis, je la trouve mais tellement belle, la bande son de All of Us Strangers. Le duo d'acteurs est magnifique, Paul Mescal et Andrew Scott sont très 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 bons dans le film. J'adore toutes les séquences avec ses parents. L'évolution du scénario aussi, là on tient un concept de scénario qui est exceptionnel. Je trouve dans le montage aussi de ces flashbacks, on ne sait jamais quand on est dans le présent, quand on est dans le futur, quand on est dans le présent, quand on est dans le passé, pardon. Ensuite, on a quelques éléments de réponse qui nous font comprendre la relation qu'il a avec ses parents, dans quelle temporalité elle est, dans quelle réalité aussi elle se trouve. Mais on n'a pas toutes les réponses, quand même, au fur et à mesure. Ce qui m'a un peu manqué, moi, c'est que j'ai été un peu perdu par moment et j'ai peur de ne pas avoir tout compris au film. C'est un film que je reverrai. Mais j'ai été époustouflé par l'ambiance, en fait, que ce soit image, acting, musique, réal et tout ça. Mais j'ai un truc où j'étais trop désarçonné et du coup, je pense que ça m'a un peu coupé les émotions. Je sais que beaucoup de gens ont dit qu'ils avaient pleuré toutes les larmes de leur corps. Moi, vraiment, j'en étais très loin. Ouais. Mais peut-être que c'est un film en revoyant que je remettrai encore un peu plus haut. Les dialogues, moi, je les trouve sublimes. Les dialogues qu'il y a, notamment avec le père, avec la mère. Avec sa mère, ouais, sur l'homosexualité. Sur l'homosexualité, wow. mais elles sont magnifiques, ces lignes de texte. Tu vois qu'on a évolué quand même. Ouais. On peut dire ce qu'on veut. Il y a encore évidemment des problèmes de racisme, d'homophobie, ce que tu veux dans le monde, mais quand tu vois ce que pensait une personne qui aurait aujourd'hui 60 ans, quoi, c'est pas... Mais tu te dis quand même, ça paraît choquant aujourd'hui, quoi. Ouais. Et pourtant, tu te sens que malgré ça, et malgré l'incompréhension, il y a un amour entre les trois qui est exceptionnel. Toute la partie autour du personnage de Paul Mescal aussi est assez saisissante. Et en fait, on a ce personnage d'Andrew Scott, c'est vraiment le personnage principal,
on sent que tout se passe plus ou moins dans sa tête, mais en fait, il guérit, il essaye de trouver les réponses à ses questions, et en fait, on a un espèce de parcours initiatique qui mène vers juste le simple fait de vouloir aller mieux et comprendre en fait d'où viennent ses blessures, d'où vient cette solitude qui l'amène au début du film. En fait, c'est le point de départ. Et en fait, c'est de la poésie, moi je trouve ce film. C'est vraiment de la poésie. Et pareil, moi c'est un film, en fait, j'ai jonglé avec mon 1, 2, 3 sans jamais savoir quel allait être l'ordre du 1, 2, 3 jusqu'au moment où j'ai dû revoir, au mois de décembre, j'ai revu ces 3 films pour vraiment me décider. Et Love Stranger, c'est pas le perdant des 3, mais vraiment c'est un de mon top 3. Mon top 3 était assez clair. Ouais, moi aussi. J'avais vraiment les 4 premiers qui sont au-dessus du reste, assez nettement. Alors quel est ton top 2, mon ami? Civil War. Alex Garland. Ouais, waouh, punaise, si haut. Ouais, j'ai vraiment kiffé. Ok, Et Civil toi War. Et ben moi c'est Dune 2. J'en étais sûr. J'avais parié que t'avais Dune en 2. Dune 2 en 2. Vas-y, parle-nous de Civil War d'Alex Garland. Ouais, bah, je suis vraiment content déjà pour Alex Garland parce que il avait fait son premier film Ex Machina que j'avais adoré. Ouais. Ensuite, il avait fait Annihilation qui était particulier. Je sais pas si tu l'avais vu, Annihilation. Avec Nathalie Portman. Ouais. Que j'avais bien aimé, mais je sais qu'il avait énormément divisé, qu'il était assez complexe. Mhm. Et puis il avait fait Men, et c'est le film dont je disais que je voulais parler tout à l'heure, qui est un film qui, dans sa mise en scène, te dit que tous les hommes sont tous les mêmes et tous des grosses merdes. Et ce qui me frustrait énormément, c'est que son message me débectait, mais que sa réelle était folle en fait. Du coup, il y avait un film qui avait une idée folle, et dont le discours me plaisait pas. Donc j'étais en mode, mais putain, t'as un super réal, pourquoi tu fais passer. En plus, tu fais, bah, c'est un homme, Alex Garland. Enfin, tu vois ce que je veux dire, il a ce truc de pourquoi tu te mets. Bon, j'aimais vraiment pas ça. Manque de nuance, ouais. Ouais, aucune, zéro nuance. Ouais. Et, mais trop bien fait, quoi. Franchement, le film en tant que tel, et le message, enfin, dans ce qu'il veut te dire, était génial. Et du coup, j'avais une grosse attente sur ce retour-là. Donc, sur ce film, de Civil War, donc un film toujours très nihiliste hein, dans sa façon de voir le monde. Donc là, il sort de la SF, on va dans un monde dystopique où on va suivre des photographes de guerre. Dans une guerre civile, je trouve intéressante parce qu'on ne sait pas trop quel camp. Enfin, il n'y a pas un parti. Comment dire ça? Il n'est pas à charge sur un parti. On ne sait pas de quel c'est révolutionnaire ou le président en place. On ne sait pas de quel mouvement il est. On entend des bribes. On parle de maoïstes dans le camp. Enfin, le but n'est pas de dire droite ou gauche ou ce que tu veux. C'est de montrer une Amérique possible, une Amérique déchirée, et de suivre ces photographes. Donc de suivre en mouvement l'art, quoi, l'art au milieu du chaos. Et comment en fait il va réussir à trouver de la beauté dans cette désolation en fait. C'est un point de vue qui, mine de rien, assez rare au ciné. Alors, 3 mois plus tard, il y a eu Lee Miller, que j'ai pas vu, mais qui a eu des retours assez. Ouais, c'est un biopic tellement oubliable. Donc, c'est quand même un point de vue qui est assez rare et il arrive à vraiment mettre la photo au service de sa mise en scène, notamment sur ce plan final que je trouve énorme. Que dire d'autre? Que voilà, c'est vraiment qui est très, très esthétique. C'est à la fois aussi une réflexion sur la fragilité de la démocratie, parce qu'il met ça en place aux États-Unis, c'est pas pour rien. C'est un peu le pays des droits de l'homme. Enfin, non, le pays des droits de l'homme, c'est la France, mais le pays un peu modèle occidental, et de le faire chuter comme ça, c'est vraiment fort. Il y a énormément de monde de tension, parce qu'on sent vraiment que ces photographes sont vulnérables. On ne suit pas des super-héros, quoi. Il y a aussi des moments assez drôles, notamment avec une scène. Mais qui est drôle et qui à un moment montre tout le ridicule de la guerre, où tu as un sniper de l'armée, donc je sais plus laquelle, qui tire vers une maison, où il y en a un autre sniper, et le photographe demande au gars qui tire, pourquoi vous lui tirez dessus? Et regarde, il veut parce qu'il nous tire dessus. Et genre, c'est aussi bête que ça, quoi. On tire parce qu'il tire. Il y a évidemment un casting qui est au top, avec Wagner Moura, qu'on voyait plus trop. J'ai pas vu le film, mais voilà, depuis son Big Buzz Narcos, je l'ai peut-être vu dans quelques seconds rôles. Là, il est vraiment hyper impressionnant. Kaylee Spinney, la petite. Kaylee Spinney. Qu'on a vu dans Alien et dans Priscilla. C'est son année. C'est son année, elle, qui est pareil. Je pense que c'est du coup. Ouais, j'ai pas vu Priscilla, donc c'est la première fois que je la voyais, moi, de mon côté. Toujours, comment il s'appelle celui qui a eu le César du meilleur rôle cette année, Jesse Plemons. Jesse Plemons, qui a toujours sa petite scène qui est très bien. Terrifiant. Où il demande quel genre d'américain sont. Alors c'est marrant, sur la bande-annonce, je m'attendais pas à ça. Je pensais qu'il allait dire quel genre d'américain est-ce que ton camp.
Mm. Et en fait, il fait une question géographique. Enfin bref, scène. Voilà. Donc, je trouve que j'étais vraiment. Enfin, cette fin dans la Maison Blanche et je trouve immense de tension, Mm. les petites lignes de dialogue, je me souviens encore de petites phrases qui sont dites et le tout dernier plan est énorme. J'ai vraiment surkiffé ce Civil War. Ok. Ouais, c'est un beau film. Moi, j'ai adoré la photographie, j'ai adoré le scénario. C'est A24, pardon. Vous connaissez mon amour Ouais. pour leur production et les films qu'ils distribuent et voilà. Mais c'est un film où en fait, je reconnais que c'est un très bon film, mais T'as manqué un truc, toi, ouais. il m'a pas touché plus que ça. En fait, Ouais, moi, ça m'a touché, ouais. je suis au cinéma, je passe un bête de moment et ça s'arrête là, tu vois. C'est derrière. Est-ce que c'est un film que je vais revoir 2-3 fois? Peut-être, tu vois. Est-ce que c'est un film que je vais aimer de plus en plus? Non, tu vois. Est-ce que je reconnais toutes les qualités qu'il a, mais en fait, derrière, il me laisse tellement de marbre, en fait, tu vois. Ok. Tandis que de mon côté, lui ne m'a pas laissé de marbre. C'est Dune 2. Toi, tu l'as pas du coup dans tes Non. tops, j'ai l'impression. Ouais, t'as Je pas l'ai pas. Dune 2. Alors, je sais pas du tout, je teste pas le film, je crois que je l'ai 16e, un truc comme ça. Ouais. Je te laissais en parler. C'est pas le film sur lequel j'ai plus envie de parler parce que c'est un film que pour le coup tout le monde a vu, donc je vais pas le pitcher. Mais c'est le blockbuster qui a bien marché cette année, c'est le blockbuster qui a été bien fait cette année. Je trouve dans une année où les blockbusters ont quasiment tous fait plouf, surtout du côté des Américains. Autant voilà les Monte Cristo, les Amour ouf sont quand même de bonne facture, mais les Gladiators et tout cela ont vraiment pas marqué 2024. Alors que Dune 2 de Denis Villeneuve, lui, pour le coup, c'est un peu le film que les gens attendaient de voir, mais la hype était pas démesurée parce que le 1 avait été reconnu comme un bon film, mais il a laissé beaucoup de gens Moi, assez de marbre. Moi aussi, tu vois. Moi, franchement, le 1, j'avais fait je rompiche, tu vois, sur c'était l'univers Dune et tout. un ennui. Qu'est-ce que Un c'était gros long. ennui, on place les bases et tout, mais c'était trop long et j'arrivais pas à rentrer dans le truc. Je vais voir Dune 2 par simple curiosité et je me prends une claque de cinéma dans la tronche qui me marque encore. Je l'ai revu du coup au mois de décembre. À nouveau, je me suis pris la claque avec une photographie qui, depuis Saltburn l'année dernière, mais ça dépasse même ça parce que là on est sur de l'IMAX qui est utilisé mais tellement à bon escient et tout. Enfin, c'est vraiment un film extraordinaire et j'emploie le mot extraordinaire parce que c'est vraiment ça Dune 2. C'est vraiment voilà, un film qui est grandiose, qui est très bien joué, qui a son lot d'humour, mais dans la photographie et moi peut-être un modèle de photographie de cinéma quoi, incontestablement. Et voilà, c'est juste un des meilleurs films de cette année. Alors ça me faisait rire parce que dans le podcast de Victor Bonnefoy, il disait on se fait chier si on met Dune en 1. Moi c'est un peu aussi la remarque que je me fais, c'est vraiment dans une année où il y a eu tellement de beaux cinémas indépendants, tellement de beaux cinémas de genre, si je mettais Dune 1 en 1, est-ce qu'on se fait pas un peu chier? Bah moi c'est un peu ça, mais je peux pas le mettre à une autre place que 2 quoi, 2 ou 3 quoi. Ouais, je suis assez d'accord avec ce que tu dis. Bon, voilà, vraiment largement préféré au premier. Ça, que ce soit même dans le scénario, dans les rebondissements, dans plein de choses. Bon, je mets 16 sur 92, donc c'est que j'ai quand même bien aimé. Mais je sais pas, il est un peu froid, je trouve, le film en termes d'émotion. Ouais. Voilà, esthétiquement, c'est une folie. Il y a toute la scène avec Austin Butler en noir et blanc, là, qui est très impressionnante. Mais ouais, il manque un peu d'émotion. Et j'ai un peu du mal à le comprendre thématiquement, dans le sens où j'ai l'impression que ça fait vraiment critiquer tout ce côté faux prophète et utilisation de la religion pour contrôler les peuples. Et dans le même temps, la prophétie se réalise auprès de Timothée Chalamet. Donc, tu as envie de dire, bah, tu critiques que c'est des faux prophètes, mais en même temps, ton prophète, il gagne à la fin. Donc, enfin, la prophétie s'est réalisée. C'est pas qu'il gagne, c'est que le pouvoir qu'il est censé avoir, il l'a. Donc, alors, peut-être que ce sera plus clair dans le troisième. Peut-être qu'il y aura un retour de bâton. Moi, j'ai pas du tout lu les livres. J'ai vu le film de Lynch, mais je m'en souviens absolument pas. Surtout, enfin, ils sont incomparables les deux. Donc, il y a ce côté-là qui me gêne un petit peu, mais ouais, c'est vrai que peut-être 2h40 un petit peu longue aussi par moment, mais sinon oui, esthétiquement c'est vrai que enfin, sa photo c'est impressionnant. Franchement, voilà, moi qui aime bien Furiosa, il y a beaucoup de plans qui piquent. Là, ce film là, il y a rien qui pique, le casting est au top. Jusqu'au petit second rôle, c'est quand même des gros acteurs. Je pense qu'on aura encore plus de Florence Pugh aussi là, dans le 3 et de certains autres personnages qui sont pour un peu en dessous. Ouais. Je peux totalement comprendre Dune, moi voilà, il m'a manqué un peu d'émotion et
et de rythme peut-être pour être top 10. Très bien. Mais il a été, quand je l'ai vu, au moment où je le vois, je le mets top 10, tu vois. Tu dis mon 1 et je dis ton 1? Allez, ton 1, je sais pas. Bah, il reste encore demain. Ah bah ouais, numéro 1, oui, je suis con, oui. Il reste encore demain que j'ai pas encore cité. Ok, donc Et de toi, film je qu'on a déjà savais, parlé. et toi, je voyais le successeur aussi. Un petit mot sur le. Enfin, un petit mot. Ouais, Ton mot sur non, mais ton film on préféré en de a un cette peu année. parlé tout à l'heure. Ouais, mais t'as moi, pas- il m'a t'as- vraiment secoué ce film. C'est dur de pas en parler, comme je disais, sans spoiler, parce qu'il y a un gros événement au cœur du film. Il y a plusieurs twists. Il y en a aussi un deuxième à la fin. Mais il y a un gros changement sur le milieu. Et beaucoup de ce reproche donc, qui a été fait que le personnage serait con. Et que, je l'ai lu aussi sur plein de critiques. On avait envoyé aussi des critiques. Et je trouve ça c'est un peu un reflet quand même de problèmes qu'on a au cinéma, c'est que je pense qu'on est trop habitué aux super-héros, aux héros parfaits ou aux gens qui ont tout le temps les bonnes décisions. Et que là, on suit un mec qui va sûrement faire une connerie, enfin qui fait une connerie, qui ne prend pas le choix ultime, idéal. Mais en fait, ça arrive quoi dans la vraie vie. Et je suis ravi pour ceux qui trouvent ce personnage très con si vous prenez toutes vos décisions magnifiquement, dans les bons temps, dans le bon timing et tout ça. Mais voilà, le monde n'est pas fait que de super-héros. Et ce personnage-là, comme on le dit, va prendre peut-être un mauvais choix de peur pour sa carrière. Je pense qu'il s'en mordra les doigts. Et déjà, bon, esthétiquement, surtout sur la première demi-heure, ça se perd un peu peut-être. Mais la première demi-heure, esthétiquement, je trouve que c'est hallucinant. De beauté, de chaque plan. Je l'ai revu aussi, lui, dimanche dernier. Que ce soit la scène du défilé de mode, que ce soit tous les plans chez le... Qui est annonciatrice. Oui, bah, la scène le du terme défilé de mode. successeur a en plus un deuxième sens. Mais Ouais. la scène tout autour du... Parce que donc son père va décéder, il doit retourner au Canada, il n'avait plus de rapport avec son père. Et il doit gérer les problèmes. Et il va gérer les problèmes dans le placard. Et tout donc au crématorium, enfin tout cet immeuble est incroyablement beau, enfin comment il est filmé, j'ai pris plus le temps de faire gaffe à la mise en scène, du coup en le revoyant, en connaissant le scénario, c'est un truc de fou. Et vraiment la fin, moi, je me dis mais l'état psychologique de ce personnage qui va vraiment maltraité, la scène d'enterrement. Elle est folle la scène d'enterrement. Et enfin c'est un truc de fou. Et je pense aussi ça c'est des choses qui gênent les gens de voir un personnage être autant pleurer comme ça à chaudes larmes, et on n'est pas habitué à voir ça dans le cinéma, et moi ça m'a totalement retourné. T'as plein de petits... Tu sens que t'arrives sur un trailer et t'as plein de fausses pistes, notamment de la voisine. Je sais pas toi, mais la première fois que j'ai vu le film La Voisine, je me suis dit, il y a un truc pas louche avec cette voisine, il y a un truc bizarre, elle a Puis pu lui faire aussi, quelque chose. hein, Et après il y a son ami. Donc il y a plein de comme ça, on sait pas trop où ça vient en fait le scénario. Je sais pas d'où va venir le danger. Et je suis sorti de là, j'ai dit mais qu'est-ce que c'est que ce truc, j'ai jamais vu un film pareil. Et donc c'est le réalisateur de Jusqu'à la garde, c'est son deuxième film. Jusqu'à la garde, il a eu un César, là il fait ça. Alors il fait un film tous les 5 ans, il a entendu dans une émission, il disait il prenait le temps d'écrire. Il écrit bien. Mais prends 5 ans, fais-nous un chef-d'œuvre tous les 5 ans, moi ça me va très très bien. J'avais peur de le surévaluer, parce que je crois que je l'ai vu le 1er mars, ce film, il sortait en février. Je me suis dit, est-ce que quand même il est pas mieux, mais je ne voyais pas Civil War en numéro 1, enfin il y avait un truc, et je l'ai revu dimanche. Et non, je me suis dit, non, ça reste mon top 1 de l'année. En plus, on a un film français, franco-canadien, ça fait plaisir. Donc voilà, successeur. Et donc toi, il reste encore demain. Il reste encore demain. C'est ton côté italien, ça. Ouais, exactement. Et les gens qui me connaissent personnellement se diront, oh, le flexeur, il met un film italien top 1 et tout. Oui, messieurs. Il reste encore demain, et pour moi le plus beau film de 2025. Pareil, je l'ai vu très tôt dans l'année, 1er avril, je l'avais pas vu, enfin 8 avril, je l'avais pas revu depuis, et du coup je voulais vraiment le voir pour clôturer, et en le revoyant, et surtout en le revoyant avec des gens qui ne l'avaient encore jamais vu, et voir comment le film a été apprécié par eux, en fait je me suis rendu compte à quel point ce film était parfait en tout point. Je vais pas revenir sur ce que tu as dit, le jeu d'acteur et tout ça, t'en parles très bien. La mise en scène, moi je trouve il y a des vraies idées de mise en scène, et surtout très intelligentes, parce qu'en fait ce film là, qui est le plus grand succès de cinéma italien en Italie depuis des années, c'est-à-dire que un 5 millions en Italie, c'est l'équivalent d'un Intouchable et tout ça en France. Enfin, c'est vraiment une grosse performance. Le cinéma italien va pas bien depuis une trentaine d'années. Exactement. Et le cinéma, voilà, fait il y a des bons films qui marchent bien là-bas, les Avatar et tout marche très bien. Mais les films italiens qui passent les frontières, il y en a pas tant que ça. Ce film-là, en fait, réussir à faire de ce film qui vraiment met en
en exergue le machisme italien qui est encore actuel, tout, pas à ce point-là, mais qui l'est encore, et de réussir à faire un succès national et international sur cette thématique, il faut vraiment le faire intelligemment. Là où ce film est réussi pour moi, c'est sa dimension grand public. C'est que si tu fais ces scènes de violence conjugale très premier degré, ou très difficile à regarder, ce film en fait passe à côté pour les enfants, ce film n'est plus pour les enfants, ce film n'est plus pour certains... Et ce serait déjà vu. Et ce serait déjà vu, mais c'est surtout, voilà. Et en fait, réussir à romantiser, à détourner ces scènes en des scènes de danse, mais on les comprend très bien. Et elles ont limite encore plus de... Elles sont encore plus fortes, en fait, de les voir comme ça, plus marquantes. Bah, en fait, ça renforce le côté grand public, ça renforce le côté... dramatique aussi. Ça embellit l'horreur. Ça embellit l'horreur, mais ça la dédramatise pas non plus. Et c'est la grande réussite de ce film, à mon sens. Il y a effectivement cette fin où nous, on est tous cueillis en se disant mais fuis, fuis, fuis. Et après, on comprend le dernier plan, on se dit mais oui, en fait, c'est ça, faut pas fuir. C'est ça, en fait, qui... Et puis se battre pour... voilà, on va vraiment pas le dire, mais tout ça pour... que ça, mais évidemment beaucoup plus, mais du coup ça rend la chose tellement tout ça pour ça. Et en fait, c'est quel point des choses acquises à notre époque, il a fallu pour des gens c'était des prises de risques énormes, quoi. La réal et la bande originale sont fabuleuses dans le sens où on a un film du coup en noir et blanc, on a un film très classique, des fois très romantique. Enfin, il y a une scène qui est hilarante où Paola Cortellesi offre du chocolat à pas son amant, mais l'homme qu'elle aime, et il mange, et d'un seul coup, on a une scène où tous les deux ouvrent la bouche avec les dents remplies de chocolat, avec une musique, mais vraiment, tu sais, les musiques kitsch italiennes, grosses, romantiques et tout ça, genre le te amo et tout ça, limite. Et tu te dis, ouais, c'est tellement marrant. Et le plan d'avant, on a un travelling avec une musique limite rap américain, etc., très punk et tout ça. Et en fait, le film joue un peu avec les codes du cinéma italien et du cinéma actuel, en fait. Et en fait, on a c'est brillant, quoi. C'est vraiment un film brillant. Et tu vois, je suis content qu'il soit aussi haut chez toi, 4e. Parce que ça montre vraiment que c'est un film qu'il fallait pas passer à côté. Si vous êtes passé à côté au cinéma, il est sur Canal en ce moment. Et c'est pareil. Voilà, c'est un film qui devrait être vu par le monde entier. Voilà. Il a été aux Oscars de l'an dernier. Ouais, je sais plus. Il est pas dans ceux de cette année, parce qu'il appartient à 2023. C'est ça, il était nommé de l'an dernier. Je sais pas s'il était l'année dernière aux Oscars. J'ai un doute. Dans les films étrangers quand même. Ouais, je sais plus. Il n'y avait pas la passion de d'un bouffant, tu sais. Voilà, en tout cas, on va la jouer à la trash talk sur la fin. Le gros tableau avec le top 10 de Maxime et mon top 10. Voilà, j'ai essayé de faire un truc un peu sympa et un peu ressemblant. On est tous les deux fans de trash talk, donc le clin d'œil il est passé. Et on souligne aussi leur travail. Et évidemment que ce genre d'émission influence les nôtres, et on se dit on aimerait bien faire ce que fait Trash Talk sur du cinéma. Bien, on se rejoint sur un canapé et on en parle. Merci à toi pour ce top 10. On va se revoir tout au long de l'année. Je pense des débriefs, des prédictions des Césars, des Oscars. On aime bien ces émissions-là ensemble. Et puis voilà, on est déjà paré pour rendez-vous l'année prochaine pour ce même numéro. Et puis on va voir si on envoie 80, 100, et on fera des petites updates par-ci par-là pour essayer de vous glisser les films qu'on aime en 2025. Merci à vous de nous suivre toujours plus nombreux. On a passé le cap des 10 000 abonnés sur Instagram, sur YouTube, ça continue de progresser aussi. Merci à vous tous de nous suivre, et puis à très vite dans un podcast de La Bulle. Ciao.